Il y a presque 65 ans, je me suis baladé ici, dans le ventre d'une maman qui est venue accoucher sous X, ici dans la région de Dunkerque, et puis qui m'a abandonné. Je me promène sur ses pas. Elle a dû se promener ici, sur cette digue, sur cette plage, en m'attendant. Je ressens ses souffrances à elle, de se dire qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce qui va devenir de mon enfant. Elle me poser 1000 questions. Je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas qui elle est, je ne connais pas mon histoire. Et donc je reviens ici pour retrouver des traces, pour retrouver des infos, pour retrouver des lieux, des endroits, des odeurs, des sons. C'est le seul endroit connu où je peux me connecter à elle. C'est l'histoire de vie échouée, de parcours à la dérive. Christophe fait partie de ces milliers d'enfants belges abandonnés par leur mère dans le plus grand anonymat. Durant plus de 30 ans, de l'après-guerre aux années 80, des familles chrétiennes ont envoyé leurs filles, jeunes mères célibataires, accoucher dans le plus grand secret via des institutions catholiques belges. J'étais celle par qui le malheur arrivait, quoi. L'oncle, le scandale de la famille. Hein. Mère et enfant étaient séparés quelques minutes seulement après l'accouchement. Humiliation, stérilisation forcée, violence sexuelle, le scandale a éclaté au grand jour devant le Parlement flamand il y a 10 ans déjà. Mais ces derniers mois, c'est l'ampleur de ce dossier des bébés volés qui a été révélée. On parle de 30 000 à 40 000 enfants belges. Je chercherai jusqu'à ma mort, parce que je ne veux pas vivre ni mourir sans savoir et sans connaître ma famille biologique. Les bébés étaient volés, mais ils auraient aussi été vendus, au profit notamment de nombreuses institutions religieuses. Devant le Parlement fédéral, une députée flamande, elle-même arrachée à sa mère, a supplié qu'une commission d'enquête parlementaire fasse toute la lumière sur ce trafic d'enfants. Als ik artikels lees, getuigenissen hoor van geboorteouders, dan hebben zij altijd één centrale vraag. Hoe zou het zijn met mijn kind? Waar is het beland? On s'imagine que c'est en Asie ou en Afrique, mais chez nous, un trafic d'enfants, c'est hallucinant d'entendre ce nom-là. Donc il y a une rage chez moi de me dire comment est-ce que des gens haut placés ont cautionné ça. Ik kan het daar zelf niet zeggen. Maar ik zou graag eens gezegd hebben dat het goed met mij gaat. Je zou het nu niet zeggen, maar toch is het zo. Dat ik goed terecht ben gekomen. Dat ik in een warm nest heb gezeten. Dat mijn adoptieouders fantastisch zijn. En ik hoop dat ik het er ooit zelf kan zeggen. Sur ce chemin difficile à la recherche de leurs origines, ce sont surtout des adoptés flamands qui s'étaient jusque-là publiquement exprimés. Mais pour investigation, nous avons retrouvé des témoins francophones. Eux aussi réclament justice et veulent désormais se faire entendre. Il y a une énorme violence en moi. C'est comme une bombe à l'intérieur de moi qui serait prête à exploser en permanence. La nature me fait du bien. Les arbres, ce sont les racines que je n'ai pas eues à la naissance. C'est eux qui m'aident à m'ancrer quelque part. Je cherche depuis toujours. J'ai souvenance qu'à l'âge de 5 ans, j'ai fait une fugue avec mon petit sac à dos pour chercher ma mère. Et cette idée ne m'a jamais quitté l'esprit. On m'a dit très tôt que j'avais été adoptée et j'ai toujours trouvé ça une histoire très bizarre. Je suis une enfant du bon Dieu, c'est ce que maman m'a dit. Et ça m'a toujours intriguée. Christiane a dédié une grande partie de sa vie à essayer de retrouver en vain ses parents biologiques. Aujourd'hui, âgée de 64 ans,
elle pose des mots clairs sur ce qu'elle a subi. Maintenant, je pense effectivement qu'il y a eu un trafic d'enfants, dans la mesure où, quand je me suis mariée, j'ai entamé de véritables recherches. J'ai appris également que je n'avais aucun procès verbal d'abandon. Je n'ai pas de dossier. Je sais aussi que le conseil de famille était complètement bidon, que mes parents se sont adressés à un juge véreux et à un curé pour organiser mon adoption. À peine née en France, à Malo-les-Bains, on m'a réexpédiée cachée dans un panier en Belgique, à Schoten. Et alors, mon père adoptif a été prévenu immédiatement par téléphone pour partir très très vite avec moi. Conseil de famille bidon, lettres d'abandon manquantes, des nourrissons qui passent allègrement les frontières et sont visiblement réservés pour des parents adoptants. Notre enquête, vous allez le voir, ce sont des histoires qui se répètent, des systèmes visiblement bien rodés et parfaitement illégaux que nous allons prendre le temps de vous expliquer. Donc ça, c'est ma toute première photo, prise par mon père. Je devais avoir 4-5 jours, je venais d'arriver en Belgique. Je suis né en France, de parents inconnus, donc sous X. J'arrive à l'âge de 3 jours en Belgique, chez des parents adoptifs. Et quasiment toute ma vie, j'ai voulu savoir qui j'étais. Et je me rends compte que il y a beaucoup de vide juridique dans mon histoire. Christophe est accueilli à Liège par une famille de la haute bourgeoisie. Ses parents adoptifs sont très croyants. C'est donc en toute confiance qu'il s'adresse à l'œuvre d'adoption. Un organisme créé en 1950 par une certaine Thérèse Want. Pour les parents de Christophe, Thérèse Want est une catholique exemplaire qui aide les jeunes filles dans le péché. Mais elle offre visiblement aux parents adoptants une garantie pour le moins particulière. Après le placement, l'œuvre gardera le contact avec le foyer adoptif. Et dans les cas d'ailleurs extrêmement rares où l'adoption se solde par un échec, elle reprendra l'enfant pour le confier à un foyer plus approprié. On est vraiment traités comme des appareils électroménagers, quoi. Thérèse Want, après-guerre, elle commence un petit peu à s'intéresser au sujet des enfants malheureux, des pauvres petits diables, qui naissent dans des conditions très difficiles. Et puis elle se rend compte qu'il y a un marché à prendre, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de parents d'un certain milieu plutôt bourgeois qui ne savent pas avoir d'enfants, et vous avez de l'autre côté, en général aussi, paraît-il à l'époque, des filles d'un certain bon milieu bourgeois, mais qui ont des enfants hors mariage ou trop jeunes, voilà. Mais ça prend de l'ampleur, beaucoup d'ampleur. On parle de milliers d'enfants, donc pour finir, ça devenait un marché, un trafic. Vous avez des parents, une médiatrice et des pondeuses. Placés à l'abri des regards dans des institutions en Flandre, les mères sont conduites discrètement dans le nord de la France, dans la région de Dunkerque. La France, contrairement à la Belgique, accepte la naissance sous X dans le plus grand anonymat. Peu avant le terme, les futures mères doivent parcourir plus de 200 km. Là, loin de leurs repères, elles accouchent dans des cliniques privées. On prenait l'enfant directement à la naissance, donc je n'avais même pas le temps de le voir. Souvent, paraît-il, c'était sous anesthésie pour ne pas créer de problème. Et puis elle repartait, elle, en voiture, dans une voiture. Et il y avait une deuxième voiture côte à côte avec les nourrissons. Pour que, en cas de problème à la douane, puisqu'on passait, nous, la frontière cachée sous une couverture. C'était totalement illégal. On prenait d'ailleurs des petites routes de contrebandiers. Et au cas où il y avait un contrôle, la maman était dans l'autre voiture. Donc ça redevenait normal, entre guillemets. Et puis, voilà, moi je me mets à la place tout le temps de cette maman qui savait que dans la voiture de devant ou derrière, il y avait son enfant. Ça devait être une torture épouvantable.
Thérèse Want, elle avait mis en place un système qui utilisait de manière assez frauduleuse le système français juste voisin. L'enfant né sous X en France devait être mis à la DAS. La DAS le nommait pupille de l'État. On le mettait dans un orphelinat quelques mois et puis il était proposé à l'adoption. Ici, moi, en 3 jours, je passe toutes les étapes et j'arrive en Belgique de manière illégale. Les nourrissons sont conduits dans cette villa, à Schoten, près d'Anvers, une villa aujourd'hui détruite. C'est Thérèse Want qui l'avait faite bâtir. Elle l'avait baptisée Villa Bambino. J'ai souvenir que nous sommes allés avec mes parents à la maison Bambino à Anvers quand on a adopté mon petit frère. J'avais 2 ans et demi à l'époque. Donc j'ai souvenir d'une grande maison, de petits lits blancs alignés en rangée. Et moi, on m'avait fait croire que je pouvais choisir mon petit frère. C'était magnifique. Donc je me vois encore gambader dans les petits lits et je me suis arrêtée près d'un petit lit. Et j'ai dit, c'est celui-là que je veux. Et mes parents m'ont dit, non, c'est celui-là. Il était déjà réservé. Moi, je n'avais pas compris. Ma maman, je pense qu'elle aurait voulu avoir une fille. Et elle passe dans la pouponnière et elle voit le premier berceau. C'était une petite fille. Et elle dit à mademoiselle, ce serait possible d'avoir celle-là. Et Want lui répond, non, le vôtre, c'est celui-là. Et elle dit, oh mon Dieu, qu'il est laid. Puis elle m'a quand même pris. C'était un marché, c'était un marché aux enfants. Pour avancer au cœur de cette enquête et comprendre le système Want, nous avons cherché, découvert et lu des centaines de documents, des lettres, plus édifiantes les unes que les autres. Et plus nous cherchions, plus nous tombions des nues. Thérèse Want n'hésite pas, dans un livret de présentation de son organisme, à s'engager par écrit. L'œuvre confiera l'enfant à un foyer qui ne sera jamais de condition inférieure à celle de sa famille naturelle. Et comme l'œuvre dispose de contacts dans tout le pays, elle se préoccupe de choisir des adoptants habitant une région éloignée de celle des parents naturels, ceci afin d'éviter des rencontres inopportunes entre familles adoptives et naturelles. Thérèse Want, âme charitable œuvrant pour la congrégation catholique de Saint-Vincent de Paul, prétend agir dans l'intérêt de tous. À réentendre une personne qui a travaillé à la Villa Bambino, on peut en douter. En fait, dès le début, j'ai eu le sentiment que quelque chose clochait. C'était sans doute lié au caractère odieux de mademoiselle Want. Scandalisée par ce qu'elle voyait, elle a gardé la lettre qu'elle avait écrite à ses parents. Il y a une fille qui s'appelle Rachel. Elle est enceinte. Elle doit travailler dur. Pourtant, elle doit bientôt accoucher. Mademoiselle Want est une vraie teigne. À la Villa Bambino, Thérèse Want poussait l'indécence jusqu'à demander à de jeunes futures mamans de s'occuper des bébés abandonnés par d'autres. À l'époque, des rapports de l'ONE que nous avons pu consulter en attestent. Tout comme il signale année après année un manque de personnel et des conditions sanitaires déplorables. Alors comment l'œuvre d'adoption a-t-elle pu fonctionner comme cela sans qu'aucune autorité n'y mette un terme? Quelles seraient les personnes impliquées en France, comme en Belgique? Nous allons y revenir. Mais dans ce scandale des adoptions forcées, il n'y a pas qu'en France que des accouchements douloureux ont eu lieu. Les institutions religieuses belges accueillaient aussi les futures mères, comme ici à Tamar, près de Lommel. Les jeunes femmes donnaient discrètement la vie dans des hôpitaux tout proches. Mais les religieuses étaient extrêmement sévères, les futures jeunes mères traitées de pécheresses étaient parfois frappées, privées de nourriture. Certains agissements semblent tout simplement criminels. De dag daarna kreeg ik ook te horen dat ik gesteriliseerd was. En ik wist van niks. Ik was 23 jaar.
Des vies détruites, des parcours jalonnés par la honte et la culpabilité. C'est le fardeau que doivent porter les mères forcées d'abandonner leur enfant. Mais plus dur encore, c'est le secret et le silence. Léonia, aujourd'hui, ne veut plus se taire. En 1966, donc, j'avais 16 ans. Et bon, j'ai rencontré un garçon de qui j'étais follement amoureuse. Et on avait été en vacances, donc en camping à la mer, où il était venu nous rejoindre. J'ai su presque tout de suite que j'étais enceinte parce que j'avais des nausées, etc. Donc début juillet, je savais que j'étais enceinte, mais bon, je n'ai rien dit, quoi. C'était, oui, je ne sais pas ce que je pensais. C'était la honte, c'était qu'est-ce qui va m'arriver. Et alors, je priais tout le temps. Parce qu'en ce temps-là, si une jeune fille était enceinte, elle devait se marier. À 7 mois, Léonia ne peut plus cacher sa grossesse. Le père du bébé refuse de reconnaître sa paternité. Le père de Léonia, lui, est furieux contre sa fille. Il n'a pas été tendre avec moi, quoi. Il n'a pas été tendre du tout. Non, j'étais celle par qui le malheur arrivait, quoi. L'oncle, le scandale de la famille. Hein. Moi, je n'avais pas droit au chapitre, hein, de rien du tout. Mon père, il m'a dit littéralement, tu ne dois pas compter sur moi pour l'élever. Donc, qu'est-ce que j'allais faire, moi? Alors, il est allé voir le curé. Et le curé, alors, l'a mis en rapport avec cette sœur Cécile, qui était donc au couvent à côté de l'hôpital du Sacré-Cœur. Cet hôpital se trouvait à 500 mètres de chez nous, pas plus loin. Et alors là, j'ai rencontré sœur Cécile pour la première fois. Hein. Donc elle me disait que si je ne voyais pas l'enfant, je ne serais pas attachée à lui, que j'étais jeune, que j'allais retourner à l'école, que j'allais me marier. Et alors, bon, je suis montée sur la table d'accouchement, ou est-ce qu'il faut dire sur l'échafaud, je ne sais pas. Et alors, j'ai eu un masque d'oxygène, donc je n'ai pas vraiment vécu l'accouchement. Et j'ai juste senti qu'il sortait. Et alors, sœur Cécile m'a fait une piqûre, qui, je ne sais pas de quoi, mais toujours est-il que j'ai halluciné. Hein. Et le lendemain, je me suis réveillée avec mes seins bandés. Et alors, sœur Cécile est venue, elle m'a fait signer un document où il était mis « Afstand voor adoptie », donc « abandon pour adoption ». Elle me disait oui, comme ça, les parents peuvent venir chercher l'enfant. Bon, moi je me dis bon, je suis mineure, même si je signe, ça n'a quand même pas de valeur. Alors bon, c'était toujours dans ma tête ne pas le voir, ne pas le voir, ne pas le voir, ne pas le voir. Bon, si je ne le vois pas, je vais pas être attachée. Et alors aussi bon, allez, je vais oublier, je vais avoir d'autres enfants, je vais me marier, je vais avoir d'autres enfants et je vais oublier. Mais c'était pas vrai. Hein. La seule chose qui me reste, c'est ce chagrin. C'est tout ce que j'avais de mon enfant. Les sœurs persuadaient les mamans de ne pas regarder leur bébé, de ne surtout pas écouter leurs premiers cris. Dès la délivrance, elles emmenaient immédiatement les nourrissons. Cela, disaient-elles, pour le mieux-être de tous. Mais tous ces bons soins étaient loin d'être gratuits. Abandonner son enfant pouvait même coûter très cher. Sœur Cécile n'hésite pas à demander une grosse somme d'argent au père de Léonia. Donc quand il a été la trouver, elle lui avait demandé 150 000 francs belges, ce qui, à l'époque, c'était quand même de l'argent, hein, parce que je pense qu'un employé gagnait 7 000 francs belges par mois. Donc ils n'avaient pas payé. Alors c'est les parents du père biologique qui sont venus payer. C'était tout à fait logique, normal qu'on paye. Elle vivait de ça, hein, ces nonnettes-là. Elle vivait du trafic d'enfants. Hein. L'argent versé pour les bébés pouvait venir de 3 sources. Les parents de la mère biologique, les parents du père biologique et les parents adoptants étaient chacun sollicités pour mettre la main au portefeuille.
Christophe et Christiane estiment avoir été traités comme des marchandises. Oui. C'est comme ça qu'on a fait que ce sujet d'adoption était tabou, qu'on avait difficile de revenir dessus. Avec leurs conjoints, ils échangent souvent sur leur étrange parcours de vie. On a un départ commun et une jeunesse, une enfance commune, hein, quelque part. C'est vrai. Ouais. Ma sœurette de berceau, comme je t'appelle. C'est chouette qu'on se soit trouvés, quoi, franchement. C'est extraordinaire. C'est grâce à un site, Une bouteille à la mer, sur lequel Christophe avait laissé un message, qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nés à quelques heures d'intervalle dans le même hôpital dunkerquois avant d'être transportés en Belgique. À la Villa Bambino, on a passé 3 jours. Oui. 3 jours ensemble, ça a peut-être créé quelque chose, je sais pas. Il y a une mémoire de l'inconscient, oui, tu vois. Oui. Quelle aiguille dans une botte de foin. Il y a peu de chance que ça se passe et ça s'est passé. On a été vendus, donc nos parents adoptifs ont dû verser des sommes d'argent assez importantes à Thérèse Wand au moment de l'adoption et encore plus tard, donc à différentes périodes de l'année, ils étaient obligés de payer. Donc ils recevaient des lettres de Thérèse Wand qui étaient comme une lettre un peu déguisée pour prendre des nouvelles de l'enfant et s'extasier sur la petite merveille qui enrichissait leur foyer et que le bon Dieu, dans sa bonté infinie, le leur rendrait. Mais n'oubliez pas le petit cadeau, etc. Le petit cadeau, c'était l'argent que les parents étaient invités à verser régulièrement. Vous voudrez bien m'aider, n'est-ce pas? Cette charité attirera des grâces sur votre chère petite, si comblée par votre générosité. J'espère que la petite m'enverra bientôt un petit billet. Moi, sur ma fiche d'identité chez Wand, il y a des sommes en francs belges. Je pense que c'était un peu à la tête du client. Il y avait des parents qui pouvaient se permettre beaucoup plus, il y avait des parents moins. Donc elle jouait un petit peu en fonction des revenus des parents adoptants pour demander de l'argent. Mais il y avait beaucoup d'argent. Ce marché d'enfants belges était-il juteux? Mais surtout, comment un tel système a-t-il été rendu possible? On parle de réseaux. Qui les faisait fonctionner? Qui en profitait? Nous nous intéressons tout d'abord aux naissances sous X. Nous proposons à Christiane et Christophe de prendre ensemble la route de Dunkerque. Vous nous disiez là, sur la route, toutes ces cliniques privées, elles sont vraiment autour de la frontière. Oui, c'est vraiment ça. Chaque petite commune avait sa petite clinique créée par des médecins de Dunkerque pour pouvoir accoucher discrètement et que le bébé passe le plus rapidement possible à la frontière. Je suppose que s'ils ont créé toutes ces cliniques, c'est qu'il y avait quand même pas mal de jeunes filles belges ou hollandaises qui devaient venir ici, hein, sinon ça n'aurait pas été rentable. Ce n'est pas la première fois que Christophe et Christiane retournent là où ils sont nés. Car depuis de nombreuses années, ils cherchent en vain leur dossier. Et notamment une lettre d'abandon que leur mère biologique aurait dû signer. Cette lettre devait contenir son nom et son prénom. C'est presque un pèlerinage pour moi. C'est revenir à ma source. Je veux connaître les réponses, je veux retrouver mon dossier, je veux savoir d'où je viens, je veux avoir une identité. C'est horrible, je ne souhaite ça à personne. C'est là que Christiane et moi nous sommes nés, dans cette clinique, ancienne clinique, qui n'existe plus, qui a été reconstruite complètement. Et voilà, il y a plusieurs sous-X qui sont nés là-bas. Mais ça, c'était la clinique du docteur Bastien. Et moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il habitait là au 31. Ça, c'était sa maison. Et que les sous-X, comme ils ne voulaient pas que les infirmières, etc., sachent trop ce qui se passe, puisqu'on venait chercher les bébés après un jour, il avait dans sa cave, il avait des salles d'accouchement. Et puis, il transférait les mamans là au-dessus.
m'a raconté un jour, quelqu'un qui passait lors de nos pèlerinages, que quand il faisait très chaud, c'était dans les toits, et on ouvrait les fenêtres et on entendait les mamans qui hurlaient après leur bébé. Et on avait surnommé cet étage-là l'étage des Belges, ici dans le quartier. Revenir où leur mère leur a donné la vie, c'est une première étape. Mais notre périple à Dunkerque a bien d'autres objectifs. Nous comptons sur nos caméras et une forme de pression médiatique pour aider à délier les langues et à ouvrir les archives. Nous nous rendons dans les 2 cliniques privées toujours actives. C'est là que nous pensons que les archives de la clinique Gerhardt, où Christiane et Christophe sont nés, ont pu être déposées. Première étape, la clinique de Flandre. Là, nous sommes à peine reçus, on nous renvoie un formulaire type, déjà rempli 100 fois par nos 2 témoins. Bien, bien, bien. Direction ensuite la clinique Villette, l'accueil est le même. Je voulais juste savoir s'il y avait une confirmation que les archives étaient bien arrivées ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'administration qui pourrait nous éclairer? Ah non, je pense pas. Non. Vous n'avez pas une personne de référence qu'on peut joindre éventuellement? Non, pas sur place. Donc, Merci beaucoup. Merci. je vous laisse faire le courrier avec le nom, prénom, numéro de téléphone. Oui. Après, c'est la procédure, hein, on peut faire comme ça. Tu vois cette porte d'administration, la dernière fois que je suis venu, moi je suis descendu. Et c'est là que je suis tombé sur une dame qui m'a dit « Oh, on en a vu beaucoup d'argent ici, beaucoup, des sous-X comme vous. Des liasses de billets, des liasses de billets. » Alors on s'aventure dans les sous-sols pour y apprendre que nos nombreux coups de fil ont quand même servi à quelque chose. Une recherche a été faite, mais ici non plus, aucune archive ne semble avoir été découverte. C'est chaque fois le vide total. Les archives, on ne sait pas où elles sont. Elles sont peut-être ici, elles sont peut-être à Paris, elles sont peut-être... Et puis si vous écrivez à Paris, on vous dira non, elles sont restées à Dunkerque. J'ai des fois envie de péter tout, de rentrer, de vider leur casier, d'aller voir ce qui s'y cache. S'il n'y a pas des archives planquées quelque part et qu'on nous le refuserait quand même. Hein. Ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent, on n'a aucun moyen de pression sur eux, si ce n'est qu'un jour on ait un homme de loi qui prenne la chose en main et qui les oblige à ouvrir leurs archives, à faire des recherches, des perquisitions. Mais nous, en tant que quidam, on n'a aucun moyen de pression sur eux, rien. Faire pression et tenter d'obtenir des réponses, c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avions déjà multiplié les contacts avec la mairie de Dunkerque. Nous allons insister et réinsister pour enfin échanger avec celui qui est pourtant le porte-parole de la mairie. Bonjour. Oui, bonjour madame, Sylvie Chevalier, je suis journaliste à la RTBF. Je voudrais être en contact avec monsieur Copin, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Il n'est pas joignable cet après-midi. Non, je pense qu'il n'était pas joignable ce matin, il n'était pas joignable hier, il n'est définitivement pas joignable. On ne comprend pas pourquoi il y a un silence pareil autour de ce dossier, ça nous paraît complètement improbable. C'est assez étonnant, j'avoue. On est accompagné de 2 personnes nées sous X qui ont envie d'avoir des réponses. Ah, je suis désolée madame, je n'arrive pas à le joindre. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. En clair, on ne veut pas nous parler, quoi. Hein. Pourquoi un tel silence? Un petit détour par le marché local nous fait vite comprendre qu'il s'agit pourtant d'un secret de polichinelle. Mais un secret sans doute lourd à porter. Il y a probablement beaucoup de gens qui ne vont pas vouloir parler si c'était fait d'une façon aussi illégale, je dirais. Ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de gens qui aient envie de parler. Ça vous dit quelque chose? Rien du tout. Non, moi je sais qu'il y avait des enfants qui étaient nés sous X chez Villette, du temps où la clinique Villette était là, avenue Kléber. Là, il y avait régulièrement des femmes qui venaient de Belgique parce qu'on ne peut pas accoucher sous X en Belgique. Donc elles venaient accoucher chez Villette. Enfin, moi j'ai ce souvenir-là. Je sais qu'il y avait des problèmes à la clinique Villette, ici à Dunkerque. Il y a même des enfants qui partaient en Belgique, etc. En fait, si vous voulez, l'enquête, elle semble énorme. Donc on découvre qu'il y a eu... Voilà. Mais avant, vous savez, ça jouait avec les chefs de clinique, etc. Hein. Il y avait même un trafic, je crois. Hein. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se passaient qu'on n'en parlait pas, parce que c'était un déshonneur, quoi. Hein. Je ne sais même pas s'ils ne vendaient même pas les enfants. Je sais pas jusqu'où ça allait. Hein.
Pas question pour nous d'abandonner. Nos recherches nous conduisent ici, au centre de la mémoire, les archives de Dunkerque. C'est l'envolée vers C'est beau, hein? les cieux. J'aime bien encore les citations comme ça. Oui, c'est chouette. C'est bien, tu vois là. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va. Ah, je me sens concernée, hein, oui. Nous sommes attendus. Oui. Le responsable des lieux accepte de nous recevoir. Mais le porte-parole de la mairie, cette fois-ci accessible, lui interdit de nous laisser filmer. Nous ne pourrons capter que ces quelques échanges. Le lendemain, il y a une voiture qui part avec nous, qui traverse la frontière sous une couverture pour les douaniers. On nous amène dans une pouponnière et 3 jours après, nous sommes dans nos familles adoptives. Mais donc, comment est-ce qu'on saute comme ça au-dessus des lois françaises Et votre prénom? La rencontre sera intéressante. On y apprend que, contrairement aux hôpitaux publics, les cliniques privées n'étaient pas légalement obligées de transférer leurs archives à un service public tel que le Centre de la mémoire. Et d'après le conservateur en chef, aucun transfert de ces archives n'a eu lieu. Ce n'est pas le résultat espéré, mais c'est au moins une écoute et quelques réponses. Moi, je me suis sentie particulièrement écoutée par le responsable directeur des archives. Je trouve qu'il a vraiment pris du temps pour écouter notre histoire. Je pense qu'il y a une prise de conscience de la part des autorités de la ville qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas très glorieux. Un sens d'impuissance aussi par rapport à toutes ces archives qui ont malheureusement disparu. Moi, je commence à le croire sérieusement. En quittant Dunkerque, il nous reste beaucoup de questions, mais une certitude encore bien plus ancrée. Le système WANT était bel et bien frauduleux. Tout était prévu pour ne laisser aucune trace ou presque. Il faut prendre le temps de comprendre cette filière. Depuis la Belgique, cette institutrice belge obtenait sans difficulté du tribunal de première instance de Dunkerque l'autorisation de devenir la tutrice d'enfants, pourtant nés sur le sol français. Des enfants rapatriés en secret en Belgique et qui auraient dû pourtant être déclarés au service de protection de l'enfance, la DAS. Pour obtenir cette tutelle, elle réunissait des témoins de moralité pour des conseils de famille bidons, parfois complètement improvisés. Nous arriverons probablement à 3 de Bruxelles, mais il manquera 3 personnes. Nous espérons pouvoir trouver sur place 1, voire 2 personnes, sans doute pas davantage. Et visiblement, ce procédé étonnant ne posait problème à personne. Ça s'organise par le plus grand mystère d'une loi pour moi qui n'en est pas une. Thérèse WANT est nommée tutrice. Pas seulement pour moi, mais pour des tas d'autres enfants comme ça qui naissent sous X et qui sont parachutés dans une famille adoptive. Christiane avait d'ailleurs réussi il y a plus de 20 ans à obtenir une preuve, noir sur blanc, que tout cela était parfaitement illégal. Je me suis adressée au médiateur de la République, qui lui a réussi à débroussailler un peu le terrain et il m'a répondu par courrier me disant que Thérèse WANT avait agi en toute illégalité, que tout ça s'est passé dans une zone de non-droit, qu'elle n'avait aucun droit d'agir ainsi sur le territoire français. Les services du ministère de la Justice ont conclu que les décisions rendues par ces conseils de famille étaient illégales, en tout état de cause. Ces décisions illégales rendues par des conseils de famille nécessairement fictifs supposent l'existence de fautes ouvrant droit à la réparation. Ce qui confirme bien pour moi l'existence d'un trafic et de rapt d'enfants. Je n'ai pas peur du mot, mais je dis qu'il s'agit vraisemblablement de vol d'enfants. Les médecins étaient complices, les médecins à la clinique, les sages-femmes, tout le monde savait. Tout le monde savait ce qui se passait, mais on ne posait pas de questions parce que c'était pour le bien des enfants. Thérèse WANT n'était pas la seule à utiliser cette filière dunkerquoise. L'institution religieuse Tamar le faisait aussi.
Mais jusqu'ici, malgré cette reconnaissance officielle, aucune enquête n'a été poussée plus loin. Nos tentatives, comme celle de Christiane pour relancer le médiateur, sont restées vaines. Jusque-là, aucun de ces enfants, ou presque, n'a obtenu réparation. Voici quelques photos. Ça, c'est moi bébé. Je ne sais pas combien de jours. Est-ce que je suis en France? Est-ce que je suis en Belgique? Je ne sais pas. Anne a réussi, il y a plus de 20 ans, à consulter à Dunkerque le registre de sa naissance à la clinique Villette. Elle a pu noter les noms des mères qui ont partagé la chambre de sa mère biologique et leur a écrit. L'une d'entre elles a pris le temps de lui répondre. Chère Anne, c'est avec retard que je réponds à votre lettre. J'ai bien accouché le 28 décembre 69 à 10 h du matin et c'est vrai qu'en arrivant dans la chambre, j'ai remarqué cette jeune femme qui pleurait beaucoup et ma première pensée a été qu'elle avait sûrement perdu son bébé. C'est par la suite que les infirmières nous ont parlé d'abandon. Elle restait repliée sur elle-même, nous tournant le dos. Elle avait vraiment l'air très malheureuse. En fait, cette personne m'a dessiné la chambre dans laquelle avait séjourné ma mère biologique. On peut constater donc en fait qu'il y a eu quatre femmes qui venaient d'accoucher et ma mère biologique est sur le lit où il n'y a aucun berceau, à l'encontre des 3 autres qui avaient leur nourrisson dans le berceau. Ça fait froid dans le dos quand même. Anne s'est battue également pour que l'on dise la procédure illégale. Elle a obtenu, elle aussi, un courrier où on la reconnaît bel et bien victime. Elle a hésité à attaquer l'État français en justice, mais, seule, la tâche lui paraissait insurmontable. Elle a donc accepté une proposition du médiateur de la République, un geste qui ressemble davantage à une aumône. L'État français m'a proposé 6 000 francs, ce qui équivaut aujourd'hui à 150 €. Qui est une véritable honte. Là, on n'est rien ni personne. Voilà voilà ce que je vaux. 150 € pour toute cette procédure illégale. Ils ont la puissance, ils savent très bien que seuls, il n'y a pas beaucoup de risques pour eux. Voilà. Donc, j'ai accepté pour passer à autre chose. C'est méprisant. La procédure est donc jugée illégale en France. Mais qu'en est-il du côté belge ? Qu'ils soient nés sous X en France ou arrachés à leur mère en Belgique, les enfants étaient officiellement adoptés après que leurs tuteurs et les parents adoptants aient comparu devant un notaire. La procédure était ensuite entérinée par un tribunal belge. L'enfant portait alors le nom de ses parents adoptants. Mais tout cela était-il légal ? On va le voir. Répondre à cette question est complexe. En Flandre, suite aux révélations devant le Parlement flamand, un centre des origines a vu le jour. La loi confie à ce centre le droit de solliciter tous les organismes qui détiendraient des documents concernant les enfants adoptés. Mais côté francophone, il n'existe jusqu'ici que des initiatives privées. Alors, pour avancer dans notre enquête, nous proposons à nos témoins de rencontrer, à Louvain, une personne adoptée qui a fait de son histoire un combat. Alors tout ensemble, ça aide pour trouver leur mère ou leur père biologique.
Debbie Matisse a été vendue à sa famille adoptive par une institution catholique pour 20 000 francs belges, soit 500 €. Elle a créé, en Flandre, une association d'aide aux enfants belges adoptés et fait partie du comité de pilotage du Centre flamand des origines. Son expérience peut être très utile à nos témoins francophones. Autour de la table, pour la première fois, des enfants adoptés de tout le pays, dont les parcours, tristement, se confondent. Il n'y a pas d'histoire. Dans notre album, il n'y a pas de photos. Il n'y a pas une mère enceinte. Il y a vraiment un trou. Je ne sais pas d'où je viens. J'ai l'impression de ne pas en valoir la peine, de ne pas valoir le détour. J'ai l'impression de frôler les murs depuis toujours. Combien de fois est-ce qu'on me l'a dit? Dès que j'étais rebelle, dès que je me disputais avec eux, ben si on avait su, on ne t'aurait jamais pris. C'est humiliant. C'est dégradant, c'est humiliant. Et donc, toute notre vie, on a des petites remarques qui nous font comprendre qu'on est des moins que rien. On est des moins que rien. Donc je peux déjà être contente qu'on m'ait gardée. Moi, mon père, adoptif peu de temps avant sa mort, m'a dit « De toute façon, vous n'étiez que des pièces rapportées. Vous n'avez rien à voir avec la famille. » Autour de la table, il est aussi question de préparer une réunion importante programmée au Sénat. Un événement de sensibilisation mis sur pied par Debbie. L'objectif, exiger des politiques un centre fédéral pour que tous les dossiers des milliers d'enfants adoptés belges soient réunis. Debbie voudrait aussi demander un service de soutien psychologique gratuit pour les adoptés, bien sûr, mais aussi pour leur entourage, qui souffre également. Je suis maman de 6 enfants maintenant. Il y a 2 semaines, j'étais vraiment en choc. Ma fille aînée me disait « J'ai jamais trouvé une place. » Donc, j'espère qu'il va travailler là-dessus. De ce sentiment de ne pas se sentir la bienvenue. Est-ce que je le vaux? C'est une question que notre fille demande aussi. Je paye tous ses soins psychologiques quand elle en a besoin, parce que je me sens, coupable et je ne peux rien faire. Et là, après 2 ans, le psychologue a dit « Je m'excuse, madame, mais on ne peut pas vous aider. Votre fille a des symptômes comme un enfant adopté. » Ça dit tout, je crois. Anne est invitée, elle aussi, par Debbie, à témoigner devant le Sénat. C'est en parcourant ensemble son dossier que nous lui indiquons une anomalie, un vide abyssal dans la ligne du temps de sa propre vie. Là où ça commence visiblement à poser question, c'est qu'on est en 1971 et vous naissez ici en 69. Donc de là à là, ça fait 15 mois ou un peu plus où vous n'avez pas de représentant légal. Puisque là, on arrive à la demande faite par une citoyenne belge, Madame Thérèse Wante, à l'administration française, de devenir représentant légal d'un enfant né en France, qui est déjà depuis 16 mois sur le territoire belge. Effectivement. J'étais qui, moi, entre mon jour de naissance et 1971? Qui me représentait? Enfin, qui? Et vous êtes apatride, puisque vous êtes né en France, de nationalité française, sur le territoire belge. Donc, est-ce que vous savez si vous avez la double nationalité? Je n'en sais rien. Nous décidons d'en avoir le cœur net. Mairie Maloleva, bonjour. Oui, bonjour dame, je vous téléphone pour avoir un renseignement, s'il vous plaît. Je suis née en fait le 27 décembre 1969 à Malo-les-Bains. J'aurais souhaité savoir si vous pouviez vérifier si j'avais bien la double nationalité, s'il vous plaît. Et vous êtes né 27 décembre 1969. Il n'y a pas de double nationalité, vous avez la nationalité française.
J'ai la nationalité française. Oui, bah vous êtes né en France. Oui, mais c'est parce qu'en fait je suis née en France sous X, j'ai été adoptée en Belgique. Et en fait ici, moi j'ai la nationalité belge. Dans le parcours de vie de Christophe, on peut constater le même vide légal. Il vivait déjà chez ses futurs parents adoptifs à Liège, mais sans représentant légal pendant 8 mois. Le temps que Thérèse Want devienne sa tutrice, il ne disposait d'aucun papier. Il n'était pas déclaré à l'Office des étrangers. Sa situation en Belgique, comme celle de nombreux enfants belges nés sous X, était donc totalement illégale. Il ne disposait que d'un extrait d'acte de naissance enregistré à Malo-les-Bains. Alors à mes 18 ans, la gendarmerie belge vient sonner à la porte chez mes parents, où j'habitais toujours, et demande de m'emmener, manu militari, menottes au point, puisque je suis insoumis à l'armée française. Donc l'armée française a mandaté la gendarmerie belge pour venir me chercher de force et m'amener en France pour faire mon service. Là, évidemment, mon père a tempéré les choses et a négocié en disant « Attendez, on n'est pas du tout au courant qu'il doit faire son service en France. » Donc, à 18 ans, j'étais toujours français. Christophe a créé un groupe Facebook né sous X via Want. Il entend regrouper un maximum de personnes victimes à ses yeux de ce trafic. Thérèse Want est décédée. Avant de mourir, elle avait ordonné que tous les dossiers des enfants dont elle s'était occupée soient brûlés. Sur les petites fiches que les enfants adoptés ont reçues, on trouve souvent cette mention « enveloppe supprimée ». Aujourd'hui, l'œuvre d'adoption Thérèse Want existe toujours. Du moins, elle porte toujours le même nom. La maison est installée à Ottignies, mais vous n'en verrez que les murs. Malgré nos demandes répétées d'interviews, nous ne recevrons que ce communiqué. Le contexte dans lequel se déroulaient les adoptions était bien différent d'aujourd'hui. Les pratiques de l'époque sont à remettre dans un contexte socio-historique qui ne peut être transposé au cadre actuel de nos interventions. En effet, dans les années 50 jusqu'au début des années 80, aucune loi n'encadrait les adoptions. Jusqu'à ce jour, l'association a souhaité garder le nom de sa fondatrice Thérèse Want afin de permettre à toute personne de rechercher des traces de son histoire. Nos témoins voudraient réellement que ce service change de nom, mais leur premier combat va se mener ailleurs. C'est ici, dans un des flamboyants salons du Sénat, qu'ils ont décidé de se faire entendre. Le lieu est hautement symbolique. Et vous pouvez vous asseoir à ce moment-là, oui? Déby, qui organise la rencontre, a en tête les excuses formulées par le Parlement flamand il y a 10 ans. Mais depuis, aucune enquête officielle n'a été menée. Elle espère que les témoignages du jour auront du poids. In mijn adoptiedossier 2 documenten geadresseerd aan mijn kandidaatouders. U zal geduldig moeten zijn, behalve als u een gekleurd kind accepteert, want zulke kinderen worden niet erg gezocht. Oké. Zeer goed. Heel emotioneel allemaal. Die dingen die komen echt wel binnen, moet ik zeggen. Quand la cérémonie officielle démarre, l'objectif commun est clair. Vandaag samen, tous ensemble, sterker dan voordien. Vlaamse en Waalse, binnenlandse en Sous-X geadopteerden, om onze stem luider te laten horen. Vers mes 40 ans, ma mère m'a fait une confidence. Elle me raconte qu'en 1963, c'est-à-dire plus ou moins 6 mois, 1 an avant ma naissance, mademoiselle Thérèse Want, l'œuvre d'adoption, leur confie une petite fille d'environ 6 mois. Elle s'appelle Marion. Elle a leur confie à l'essai. Ils la rendent au bout de 2 semaines. Parce qu'elle sent mauvais, elle est malade. Et maman ne supporte pas son odeur. Personne ne sait ce qu'est devenue la petite Marion. Je demande aujourd'hui
l'ouverture d'une enquête et d'une aide juridique pour comprendre qui sont les responsables de mon adoption illégale et comment ils ont pu procéder. Il faut que ça débouche sur une enquête, une commission. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on a pu autoriser ça? Qui a autorisé ça? Voilà, il faut qu'on ait des réponses, absolument. Dans l'Assemblée des témoins, des proches, mais seulement 2 représentants du monde politique. Un membre du cabinet de la ministre flamande de la Famille et un membre du cabinet du ministre de la Justice. Alors, pour la députée flamande née sous X qui a ému le Parlement fédéral il y a quelques mois, il ne faut pas que le dossier tombe aux oubliettes. Il y a des promesses qui ont été faites, mais effectivement, avec les élections, et il y a des choses plus prioritaires, je pense. Quand on parle de la justice, on parle maintenant de toutes les déviations dans les prisons. Je peux comprendre pourquoi pour un ministre, c'est plus chaud que des vieux dossiers. Donc, c'est vraiment une crainte qu'il n'y a plus rien qui va se passer et ça va peut-être prendre beaucoup de temps pour faire un nouveau gouvernement. Et qui va encore mettre ce dossier sur la table? Donc oui, ça me fait vraiment peur. Avant de conclure notre enquête, il nous reste une démarche essentielle, confronter le clergé. L'Église a récemment répété les excuses déjà présentées il y a 10 ans, mais le porte-parole du collège épiscopal insiste, pas question de tout assumer. L'Église reconnaît qu'elle est un maillon d'une chaîne extrêmement difficile, d'un processus extrêmement difficile et avec une législation qui n'était pas toujours au point, jusque dans les moindres détails. À l'époque non plus, il faut savoir que l'avortement n'était pas quelque chose qui était courant, qui n'était pas légal. Et donc c'est cet ensemble d'éléments qu'il faut prendre en considération et dans lesquels l'Église a un rôle. Je pense que c'est le mécanisme global qu'il faut relire et qu'il faut évaluer, mais par une institution indépendante de l'Église. Ce sont quand même des religieuses qui ont fait des actes incroyables. Comment les qualifiez-vous, vous, aujourd'hui ? Mais moi, je n'ai pas envie d'isoler les personnes religieuses comme vous le faites dans vos questions. J'ai envie de dire que ce système a connu des éléments de violence qui sont inadmissibles. Je parle de violence très précise. Faire travailler des jeunes mères, les empêcher de manger, parfois les frapper, stériliser des jeunes femmes au moment de l'accouchement. Mais on est tout à fait d'accord, évidemment, que des actes individuels établis qui ont eu lieu et qui sont des faits de violence, 100% à réprimer. Des institutions catholiques, des religieuses ont-elles pu s'enrichir grâce à ce trafic d'enfants? La réponse de l'Église est claire. On n'est pas dans le contexte d'un achat, on est dans le contexte d'une contribution à des frais éventuellement. Des personnes qui souhaitaient avoir un enfant et qui ne pouvaient pas en avoir personnellement s'adressaient parfois à un orphelinat. Et à ce moment-là, clairement, la famille remerciait et contribuait aux frais de séjour, je dirais, de cette future mère, ou faisait un don à la communauté si c'était bien. On parle quand même de sommes qui peuvent aller jusqu'à 100 000 francs belges. À l'époque, c'est beaucoup. Ça, c'est quand même clairement autre chose qu'une participation à des frais. Alors, je ne connais pas les montants. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que je comprends comme étant une forme de participation aux frais. Il peut y avoir une aide et un remerciement. Comment expliquer qu'aucune enquête officielle n'ait été réalisée, alors que le scandale a éclaté il y a 10 ans déjà? Le clergé avait d'ailleurs insisté pour que cette enquête ait lieu et demandé aux institutions religieuses toujours actives de livrer toutes les archives qu'elles détenaient encore. Cette enquête verra-t-elle le jour? Quelques semaines avant les élections, le Premier ministre Alexander De Croo a en tout cas fait cette déclaration très officielle au cœur même du Parlement. Om deze reden erkent de federale regering dat er problematische of illegale adopties hebben plaatsgevonden in België tussen 1950 en vandaag. En dat de personen die bij deze adopties betrokken waren als slachtoffers moeten worden beschouwd. Une enquête approfondie est nécessaire. Tout le monde en est
conscient. Dans le public, des victimes de trafic d'enfants nées au Guatemala, au Chili, en Inde, mais aussi nos témoins. Fort de cette déclaration, ils comptent aller plus loin et peut-être porter plainte devant la justice. Léonia s'est mariée. Elle a eu 3 autres enfants. Elle a alors décidé de remuer ciel et terre pour retrouver son premier fils. C'est la sœur qui l'avait mise au monde qui n'a finalement pas eu d'autre choix que de les mettre en contact. Un premier fils qui a pu créer des liens avec ses 3 frères. Ici, ça c'est Philippe, mon fils qui a été adopté. Hein. Ça c'est quand je l'ai rencontré, c'était en 1990. Et alors ici, ça c'est une photo aussi de lui que sa maman m'a donnée. Je trouve quand même, ils ont un air de ressemblance quand même. Enfin, d'après moi, hein, je vois peut-être pas comme tout le monde. D'ailleurs, je dis toujours qu'il me ressemble à moi. Hein. Beaucoup d'enfants nés sous X s'appuient sur un test ADN et l'aide d'un généalogiste pour tenter d'avancer. Après un combat acharné de plusieurs années, Anne vient de découvrir l'identité de son père biologique, mais il est décédé. Elle a aussi appris qu'elle aurait des demi-frères et demi-sœurs. Christiane espère, elle aussi, retrouver la trace de membres de sa famille biologique et pourquoi pas sa mère. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette maman biologique si vous la voyez? Merci de m'avoir mis au monde, tout simplement. Ouais. Ouais, je l'aime, sans l'avoir vue, je l'aime. Quelque part au fond de moi-même, elle existe. Que je ne lui en veux, mais absolument pas. Je ne t'en veux pas, maman. À mon tour de t'aider, peut-être, à surmonter ça. Parce que toi, tu m'as donné la vie, mais j'aimerais te la rendre. Et